À la une de ce 20h, bientôt la réhabilitation et l'extension de l'unité de prise en charge psychiatrique du CHU du Point G. La ministre de la Santé et du Développement social, accompagnée des partenaires, vient de visiter le service. Actuellement, une cinquantaine de personnes souffrant de déficience mentale y sont traitées. Le grand format de ce 20h s'intéresse au mariage, notamment la dot. Elle devient de plus en plus excessive, de l'or, des vaches ou encore des valises remplies d'habits chers et d'autres cadeaux de valeur. Le phénomène préoccupe et fait débat. Du sport dans cette édition avec le coup d'envoi cet après-midi de la deuxième édition de la Coupe ORTM. 8 équipes du district de Bamako, Kati et Bougouni sont lancées dans la compétition. En match d'ouverture, la commune 4 et Kati se sont neutralisées 2 buts partout. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour ce journal décalé en raison des problèmes techniques. En ouverture donc de ce 20h week-end, le Premier ministre a reçu hier les membres de l'Alliance pour la refondation et ceux de la coordination des associations, mouvements, plateformes et syndicats libres signataires du M5 RFP. Tous sont venus réitérer au chef du gouvernement leur engagement pour la bonne marche de la transition. Le reportage signé Khadija Tokone. Pour la réussite de la transition, rien de mieux que de se donner la main. La participation de chaque Malien permettra de faire du Malikoura une réalité. C'est la conviction de l'AR Mali, l'Alliance pour la refondation. Elle l'a fait savoir lors de la rencontre avec le Premier ministre, chef de gouvernement. Nous venons aujourd'hui pour dire que nous soutenons tout ce qui se fait actuellement. Nous sommes là et nous souhaitons vous encourager à continuer sur cette voie, Monsieur le Premier ministre. Et notre refondation est allée au-delà du Mali. Ça atteint forcément des intérêts. Les réactions vont venir de partout. Nous vous disons donc, tenez bon. Nous serons toujours là parce que c'est notre vision. Vous êtes en train de nous aider à mettre en œuvre cette vision. Le Premier ministre Shogel Kokala Maïga trouve cet exercice de ses interlocuteurs très constructif, car selon lui, cette initiative favorisera une bonne entente entre les Maliens et l'atteinte des objectifs. Tous ceux qui soutiennent l'action du président de la transition, tous ceux qui soutiennent le gouvernement, quels que soient les horizons d'où ils viennent, ont une mission aujourd'hui. C'est d'être vigilants pour que les trous d'air, les vents violents que nous allons rencontrer ne déstabilisent pas la marche du navire de la transition et qu'il arrive à bon port avec des passagers qui ont le sentiment d'avoir accompli leur mission historique. Et dans ce travail, je ne doute pas un seul instant, je ne doute pas que Air Mali sera dans le peloton de tête de ces forces-là qui vont porter très haut et à bon port le drapeau du changement, le drapeau de la refondation. Dans la même soirée, le chef de gouvernement a rencontré la coordination des associations, mouvements, plateformes et syndicats libres signataires du M5 RFP qui regroupe plus de 200 associations. Le dénominateur commun de ces deux rencontres, c'est l'implication de toutes les couches pour la réussite de la transition. Depuis avant le 5 juin jusqu'à aujourd'hui, la coordination des associations continue à jouer pleinement son rôle. Et elle va continuer à jouer pleinement son rôle pour que les objectifs auxquels vous vous êtes assignés, nous les atteignions ensemble. Tous ceux qui aujourd'hui estiment qu'ils sont d'accord pour soutenir la montée en puissance de l'armée, ils sont d'accord pour la réussite de l'écriture d'une nouvelle constitution, telle que le président a l'intention de le faire, qui sont d'accord pour que le chronogramme que le gouvernement a publié puisse être appliqué et qu'on sorte la tête haute du processus de transition avec une écrasante victoire, une victoire sans équivoque des forces du changement, ils doivent tous se donner la main. Et dans cette nouvelle page qui va être écrite, je sais que
Votre main fera partie de celle qui tiendra la plume pour écrire. Lors de ces rencontres, gouvernants et gouvernés disent être conscients des défis à relever pour mener à bon port le bateau Mali. Restons avec le chef du gouvernement qui a présidé hier la cérémonie de passation de collier de charge du Rotary. C'était la nuit dernière. Au cours d'un dîner gala, une soirée placée sous le thème « Soutien aux victimes des conflits ». Aliou Abdoulaye Touré, pardon. C'est sur les notes du prince de la Koura, Sidiki Diabaté, que le ton de ce dîner gala de Rotary Club, consacré à la cérémonie de passation des colliers et des charges, est ainsi donné. L'humanitaire est au cœur des actions de l'organisation. Preuve, la soirée placée sous le thème « Soutien aux victimes des conflits ». Inscrire cette initiative dans le cadre de l'aide aux victimes des conflits que connaît notre pays est un acte citoyen significatif qui participe à la cohésion sociale. Je voudrais féliciter ici chaleureusement et à vous encourager de cette belle initiative collective qui pourra inciter d'autres organisations à une contribution massive en faveur de la paix et de la stabilité nationale. Le Premier ministre, non moins parrain de la soirée, a exprimé la reconnaissance et le soutien du gouvernement aux actions caritatives de Rotary Club. Notre pays, le Mali, est honoré en tant que membre du district 9101, d'abriter la cérémonie de passation de ce soir qui consacre l'accession de notre compatriote. J'ai nommé Soni Akoufa comme gouverneur du district. Le gouvernement, par ma voix, s'associe à cette action philanthropique en faveur des déplacés internes du centre à Bamako. Aussi voudrais-je vous annoncer que le gouvernement, qui est aux côtés des populations vulnérables, apportera sa contribution de qualité à votre action. C'est un engagement que je prends. L'instant solennel de la soirée a été la passation des colliers et des charges entre le gouverneur sortant, Christopher Foster de la Sierra Leone, et Soni Akouafo du Mali. Depuis le 20 janvier 2022, elle a donné le thème de cette année qui est « Imaginons le Rotary », avec quelques objectifs définis, à savoir l'engagement membre, la diversité, l'équité et l'inclusion et la création des clubs basés sur les causes. Dans notre district 9101, parmi beaucoup d'autres objectifs, nous avons les projets phares des 1000 toilettes publiques destinées aux gares routières, les écoles, les péages et les centres de santé communautaires. 18 sont déjà prêts. La soirée caritative a permis de récolter des fonds. Ainsi, la société Move Africa a remis un chèque de 2 millions de francs CFA et la Chambre de commerce et d'industrie du Mali 1 million de francs CFA. Les membres du Conseil national de transition poursuivent leur rencontre à l'intérieur du pays pour expliquer le contenu de la nouvelle loi électorale. Après Gao, la délégation du CNT a échangé avec les populations de Tombouctou sur le document. Une mission conduite par le premier vice-président du CNT. Le point, c'est avec Najim Baba-Sissé. Pour qu'il y ait des élections libres, transparentes, non contestées, cela passe nécessairement par l'adhésion des acteurs politiques, société civile et citoyens tout court, où qu'ils soient. C'est la motivation de cette mission du Conseil national de la transition à Tombouctou pour partager le contenu de la nouvelle loi électorale promulguée par le chef de l'État en juin dernier. C'est une communion avec l'ensemble des peuples maliens et le but recherché n'est autre que le consensus pour que les instruments qui vont gouverner les élections à venir puissent être des instruments partagés, acceptés par tous. C'est à ce seul prix que nous allons pouvoir sortir par la grande porte de cette transition. Cette loi a été votée dans le souci de créer un apaisement politique dans notre pays. C'est pour avoir l'adhésion des partis politiques qui sont dans cette salle. C'est pour avoir l'adhésion de tous les acteurs politiques qui vont participer demain aux élections générales dans notre pays. Les populations qui ont pris part à cet exercice de dissémination affichent satisfaction et joie, car les modifications apportées aux documents soumis aux parlementaires tiennent compte de leurs aspirations et préoccupations. Aujourd'hui, nous avons été suffisamment informés de ce qu'est cette loi électorale. Il y a eu beaucoup d'incohérences qui existaient entre les lois, les décrets et qui existent, qui ont été redressés par le CNT. Pour nous, on est content parce que pour nous, à un moment, on était oublié la société civile. D'autant plus que maintenant, l'élection va se passer avec les acteurs qu'il faut, la société civile, l'État et les partis politiques. Déjà, c'est grand chose.
Vraiment, c'est une démarche. Ils ont fait un bon exposé. Je crois que chacun dans la salle a pu comprendre. Nous voulons en tant que femmes que nous soyons présentes dans les instances de prise de décision. Le chef de l'exécutif régional se voit très rassuré de la prise en compte de certaines doléances émises par les populations lors des journées de réflexion sur la refondation à Tombouctou. J'ai saisi cette occasion pour vous demander de transmettre à Monsieur le Président du CNT, le colonel Malik Diao, les remerciements sincères des braves populations de la région de Tombouctou pour cette initiative noble de dissémination de la loi électorale. Au sortir de cet exercice, chacun des participants sera un relais pour vulgariser le contenu de cette loi électorale afin de contribuer à l'organisation des élections dont les résultats seront acceptés de tous. Auparavant, la délégation avait rendu visite aux notabilités et ensuite visité la belle place de l'Indépendance, récemment réhabilitée. Je vous l'annonçais dans les titres. Bientôt, la réhabilitation et l'extension de l'unité de prise en charge psychiatrique du CHU du Point G, le service psychiatrique qui hospitalise 600 patients et réalise 2000 consultations par an, a reçu la visite de la ministre de la Santé et du Développement social, accompagnée de certains partenaires. Actuellement, une cinquantaine de personnes souffrant de déficiences mentales y sont traitées. Mohamed Kayentaou. Par cette visite, la ministre de la Santé et du Développement social envisage de donner un nouveau visage à l'unité de prise en charge psychiatrique du CHU du Point G, un service spécialisé dans la gestion de la santé mentale. Nous sommes un service qui hospitalise à peu près 400 à 600 par an. Donc, nous sommes ce service qui a une capacité d'accueil de 110 lits d'hospitalisation. Confronté aujourd'hui à des difficultés liées aux ressources humaines, à la prise en charge des soins des patients et à la formation de son personnel, le service de psychiatrie du CHU du Point G a besoin de l'appui de ses partenaires pour s'épanouir à hauteur de souhait. Grâce principalement au financement de l'USAID, IMC est opérationnel au Mali depuis mars 2013. Les malades nécessitant une prise en charge plus spécialisée seront référés à l'hôpital du Point G pour un suivi de proximité. L'USAID soutient le Mali à travers tous les secteurs de développement, mais notre assistance en santé est parmi les plus importants de nos budgets. Je viens de voir le service ici, et c'est bien organisé et que je félicite tous les staffs qui se donnent corps et âme pour essayer de prendre en charge tous ces patients que nous avons vus. Pour la réhabilitation et l'extension de l'unité de prise en charge psychiatrique du CHU du Point G, la ministre en charge du développement social salue l'engagement de l'USAID et l'OMS. Il y a un besoin urgent d'abord de réhabilitation et d'extension des locaux. Il y a un besoin de renforcement en termes de ressources humaines, en termes de prise en charge médicale concernant les médicaments. Et là, nous avons le régime de l'assistance médicale qui a été mis en œuvre par notre État. Donc, le directeur du CHU du Point G va entrer en contact avec le directeur de l'ANAM pour la prise en charge de ces malades qui ne bénéficient d'aucune couverture médicale, donc qui sont des adhérents aussi potentiels de ce régime. Le Conseil économique, social et culturel du Mali est désormais membre du bureau de l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires des États et gouvernements. C'est membre de la francophonie. C'est à la faveur de l'Assemblée générale de la Grande Fêtière réunie à Paris, en France. Le commentaire est signé Saloum Konati. En plus de l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires d'Afrique, UCSA, de l'Association internationale des conseils économiques, sociaux et institutions similaires AIZ6, le Conseil économique, social et culturel du Mali est désormais membre du bureau de l'UCSIF. Il a été élu lors de l'Assemblée générale de Paris, dont les travaux ont été présidés par M. Thierry Baudet, président du CSE de France. Sur les 23 pays membres, 18 ont participé aux travaux. L'adoption des statuts et l'élection des nouveaux bureaux ont été les 2 points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. C'est le CSE de France qui conduira les destinées de l'UCSIF pour un mandat de 3 ans. Ainsi, M. Thierry Baudet succède à la Guinéenne Mme Adja Rabiatou Sarah Diallo.
Le bureau a été élargi à 6 vice-présidents dont notre pays assure la vice-présidence en charge de la trésorerie avec la République serbe du Bénin. La première vice-présidence est revenue à la République de la Côte d'Ivoire. Dans son intervention, M. Amadou Sanoussi Dafé a, au nom du président du Conseil économique, social et culturel du Mali, M. Yacouba Katile, exprimé sa profonde gratitude à l'Assemblée pour la confiance placée en notre pays. Je pense que nous pouvons nous réjouir, surtout de la rentrée du Mali au niveau de cette institution. Et depuis 2004, nous travaillons avec nos frères membres de cette fêtière. Mais cette fois-ci, nous avons eu la chance d'être membres du bureau pour pouvoir appuyer cette fêtière compte tenu de l'expérience du Conseil malien. Il est important de rappeler que le Conseil économique, social et culturel du Mali fait partie des membres fondateurs de l'UCCIF qui a été porté sous le fonds Baptismaux en 2004 et réuni en son sein 23 pays. Après leur sacre à Dakar le 3 juillet dernier, l'équipe nationale de robotique a présenté ses médailles et trophées au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le chef du gouvernement, le chef du département promet d'accompagner l'État ou promet l'accompagnement de l'État pour le développement de la robotique au Mali. Les détails, c'est avec Bemba Sibi. 3 trophées sur 4 remportés par l'équipe nationale malienne à la compétition africaine de robotique tenue le 3 juillet dernier à Dakar. Sur 22 compétiteurs alignés par le Mali, 17 ont eu une médaille d'or. C'est un sentiment de fierté. Il y a eu des sacrifices, il y a eu des hauts et des bas, des craintes, des peurs. Mais au final, on se rend compte que ça en valait vraiment la peine. D'autant plus que malgré les périples du voyage, nos ingénieurs en herbe ont supplanté leurs adversaires car 360 jeunes d'une vingtaine de pays africains ont pris part à ce challenge continental. Tout le Mali doit être fier de vous, chers génies. Mes vives félicitations pour cet honorable résultat pour notre pays. Les équipes qui ont pris part à la compétition panafricaine de robotique nous disent un seul message. Notre pays n'a aucun complexe à avoir face à la révolution technologique en cours. Nous réitérons notre dévouement pour faire émerger des talents dans ces domaines. D'ores et déjà, j'ai instruit que la réflexion soit portée sur le statut du Centre collaboratif pour l'éducation en robotique afin de lui permettre d'être au cœur des enjeux de la robotique et de l'intelligence artificielle au Mali. Une réflexion qui va certainement permettre de dégager les voies à explorer pour développer la robotique au Mali. Les lauréats maliens venus présenter leurs trophées et médailles au ministre ont procédé à des explications relatives à leur création. Une démonstration s'en est suivie. Fin du Hajj 2022, les pèlerins maliens commencent à regagner le pays. La première vague de l'agence Al-Madina est arrivée hier. La centaine de pèlerins affiche un satisfecit général. Boubacar Kanouté était à l'accueil. Le premier convoi des pèlerins maliens de la filière privée Al-Madina est arrivé ce vendredi soir en provenance de l'Arabie Saoudite. Après un mois d'intenses prières, les pèlerins retournent sains et saufs au Bercail. Ce devoir religieux est le 5e pilier de l'islam. Ils ont prié pour le retour définitif de la quiétude au Mali, aujourd'hui confronté à plusieurs défis. C'est un devoir spirituel qu'il fallait faire. Toute personne qui se dit vraiment musulman et qui a les moyens doit pouvoir faire ces rituels-là. On l'a fait malgré toutes les conditions et vraiment on n'a pas regretté. Voilà. C'est une activité physique très très intense, donc si bien que les difficultés sont même liées à la nature de l'activité. Nous remercions le Tout-Puissant. On a pu faire les travaux qui sont recommandés. On a prié pour le Mali, pour nos familles, nos différentes familles respectives et tout le monde. L'agence Al-Madina attend améliorer son service. Dieu nous a beaucoup aidés. Al-Madina a plus de 20 ans, on met sur le terrain. Notre souhait est de toujours améliorer pour que le pèlerin doit avoir la satisfaction. Avec la réussite du pèlerinage 2022, l'agence de voyage Al-Madina est déjà tournée vers le pèlerinage 2023 pour le confort des pèlerins. Et le directeur général de la Maison du Hadj informe la communauté musulmane du Mali que le retour à Bamako des pèlerins du Hadj 2022 de la filière gouvernementale est prévu selon le programme ci-après. Premier avion ce dimanche 17 juillet à 1h du matin.
Deuxième avion le 18 juillet à 23h55. Troisième avion le 20 juillet à 13h15. Le directeur général de la maison du Hadj rappelle que toutes les dispositions sont prises pour assurer un meilleur accueil à la maison du Hadj. À Nioro, intronisation du calife Ahmadou Hadi Tall à la tête de la Fédération nationale des maîtres coraniques. L'événement a mobilisé autour des autorités politiques, administratives et religieuses des centaines de personnes venues de tout le pays. C'est ce que nous dit Moussa Diakité. Ils étaient plusieurs dizaines de grands maîtres coraniques venus de toutes les régions du Mali, excepté Sigasso, Gao, Tombouctou et Kidal à cause de la distance, à prendre part à cette cérémonie d'intronisation. Il s'agissait alors pour les participants d'honorer Ahmadou Hadi Tall, calife de Nioro, en lui donnant le poste de président de cette fédération qui existe depuis 12 ans. Aujourd'hui, je suis un homme comblé de joie, ravi du choix porté sur ma modeste personne pour être à la tête de cette fédération des grands maîtres du Coran. Nous avons profité pour lire les 5 Corans et prier pour le Mali et ses plus hautes autorités. Pour les organisateurs, ce choix s'explique par le courage, la modestie et l'amour du religieux pour l'islam. Des séances de lecture de Coran, des bénédictions pour les pays et la remise d'exemplaires de Saint Coran et d'attestations de reconnaissance au nouveau président ont été les temps forts de cette cérémonie qui a eu comme cadre la résidence Tall. Ils ont récité le Coran 7 fois pour lui faire des bénédictions, pour faire les bénédictions à notre pays, le Mali, à son gouvernement et à sa tête, au président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. L'homme que je connais, il mérite cette place. C'est un grand érudit, c'est un grand ouléma qui a, depuis mon arrivée, prêché la cohésion sociale, prêché l'unité nationale. On en vient au grand format de ce journal et dans le viseur de la rédaction ce soir, la dot. Aujourd'hui, dans plusieurs familles, pour se marier, il faut dépenser une fortune. Outre une somme colossale, l'on réclame des vaches, de l'or, des valises remplies d'habits et d'autres cadeaux de valeur. Et un fait de société qui préoccupe et interpelle, c'est un reportage signé Aliou Abdoulaye Touré et Adama Traoré. Dans les rues de Bamako, quand on évoque la question de la dot, les points de vue convergent. Vous savez que la majeure partie des familles aujourd'hui sont gérées par les femmes. Ce n'est plus les hommes qui gèrent les familles. En une cas que tu demandes la main d'une fille, on te dit on va écouter les dames. Nata de keleme ka onsege o pifine o kele flana o emuye ni bora sa muso no fe chew ko nga minga be passer muso de ka boloka. La dot est la condition sine qua non pour avoir la main de Lulu du Caire. Il n'y a pas de mariage sans dot, la dot. Donc ça ne doit pas descendre en dessous d'1 gramme d'or ou l'équivalent d'1 gramme d'or. Actuellement, 1 gramme d'or, ça varie entre 20 000 et 25 000. Si le législateur n'a pas occulté la question de la dot, celle liée aux frais du mariage n'a pas été tranchée, selon le traditionnaliste Madani Kouyaté. En République du Mali, actuellement, la dot, ça fait 15 000 francs, réglementé par l'État. Donc ça, c'est clair. Mais les frais de mariage ne sont pas réglementés. Tout le monde fixe ses frais de mariage comme ils veulent. Ça dépend des femmes. Ce sont les femmes qui discutent des frais de mariage. Mais attention, la dot n'est pas synonyme des frais de mariage, avertit Brahma Soumanou. Le traditionnaliste apporte des précisions de taille. La dot ici au Mali, c'est en 2 volets. Celle qui est payée lors des rites et celle qui est donnée aux parents féminins qu'on appelle les Minenkolosongo. Donc c'est les Minenkolosongo qui sont décidés par les mamans. Mais la somme symbolique de 15 000 à 7 500, elle est décidée soit au vestibule ou à la mosquée, peut-être à l'église. Donc ça, c'est une somme fixe. La femme, à son second mariage, on paye 7 500. À son premier mariage, on paye 15 000. L'autre, là, varie entre 75 000, de 40 000 jusqu'à 500 000, 1 million. Ça, c'est décidé par les mamans selon les coutumes et les mœurs. Bien qu'elle soit une somme symbolique, la dot est la seule cause capable de produire un effet de droit.
Je crois que la dot, c'est un élément du mariage traditionnel et coutumier qui a été érigé en institution et inséré dans le droit. Aujourd'hui, notre code de la personne et de la famille qui réglemente le mariage prévoit le paiement de la dot comme une obligation indispensable à la célébration du mariage. Pour vous dire que, pour une fois, la tradition fait œuvre de droit. Vous savez, quand tu amènes la dot, ça c'est la cause capable de faire un mouvement, de faire bouger la femme de chez elle pour aller dans la famille de son époux. Bien vrai qu'elle soit minime, mais elle a une force. La dot reste élevée, une situation qui s'explique en partie par des facteurs culturels. La dot en tant que telle, chez certaines ethnies, il faudrait même de l'or. Chez d'autres, il faut quelques métrages de tissu. Chez d'autres, il faut même une gémisse, une vache qui n'a pas encore mis bas. Il faut ajouter ça à la dot. Il y a un facteur important que je dois rappeler, c'est que le mariage n'est plus noué entre familles. Maintenant, le mariage se passe entre deux individus, sans l'implication première des deux grandes familles. La dot, elle est chère, le pourquoi va toujours vers la question culturelle. Vous verrez, à partir du Mandé, de Ségou vers le Mandé, elle est moins chère. Vous verrez à partir du Ouagadou, chez les Soniké, ou à partir de Massina, ou de Koukia, ou vers les Songwe, elle est élevée. Parce que quand la femme elle est là, on demande 2 troupeaux de bœufs, 1 troupeau de bœufs. Un troupeau, ça fait 7 bœufs. 2 troupeaux, ça fait 14 bœufs. Quand on demande tout ça, la dame, elle amène ça. C'est pour venir toujours en secours à son mari. C'est pour qu'on élève, on demande une grosse somme de trucs de valeur pour que ça soit un fonds de garantie pour leur mariage dans le temps à venir. Le prix élevé de la dot n'est point une recommandation de l'islam. Bien au contraire, il opte pour une facture moins salée. L'islam n'a pas fixé le maximum pour la dot. Mais notre prophète, paix et salut sur lui, a dit la meilleure des choses est la moyenne. Il est mieux de modérer. Voilà, il faut être modéré. L'islam veut ça. En tout cas, la cherté de la dot constitue un handicap pour le mariage de nombreux jeunes. Faut-il revoir la copie afin d'éviter l'élargissement du cercle des célibataires? Un reportage signé Aliou Abdoulaye Touré. À Ségou, formation des journalistes de l'ORTM et d'autres hommes de médias locaux. Elle porte sur la maîtrise des outils de vérification des fausses informations. Honoré Tienou. La fausse information est aujourd'hui un phénomène mondial qui affecte sérieusement la vie des citoyens. Elle est aussi facteur de discrédit sur l'œuvre des professionnels de la communication. C'est pourquoi Jalon.com est média spécialisé en vérification des faits initie cette formation en faveur des journalistes et hommes de médias de l'ORTM Ségou et de certaines radios locales. L'objectif est de leur permettre de détecter, traiter les fausses informations et publier les bonnes. On va débattre est-ce d'avoir un fake news, comment les détecter sur les réseaux sociaux et comment traiter. Je salue la direction générale de l'ORTM qui a bien voulu s'associer à cette démarche de formation. Cette formation intervient au moment où vraiment la désinformation a gagné du terrain. Donc il s'agira maintenant pour nous d'échanger entre nos collègues, d'améliorer notre façon de faire, de mieux cerner ces fausses informations, de les traiter, de les détecter pour qu'on puisse mettre à la disposition de la population les informations fiables. Les échanges sur différents outils de vérification d'informations auront permis aux hommes de médias de Ségou de renforcer leur capacité à déjouer les pièges des fausses informations. On nous a montré plusieurs techniques, à savoir Google Images, qui analyse les images. Il y a d'autres applications qu'on nous a montrées, à savoir l'application Reverse Image Search qui analyse aussi les images. Au-delà de ça, il y a aussi l'application Yandex. On regarde donc l'importance de cette journée
Votre travail quotidien de collecte, de vérification des informations avant toute diffusion sera amélioré, ne laissant aucune place à la désinformation et aux fausses informations. Vous allez ainsi contribuer à asseoir la bonne gouvernance et à garantir la stabilité au Mali. Pour ce renforcement des capacités des hommes des médias, Jalon Média est en partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali. Covid du jour à présent, ce samedi, les services de santé ont enregistré 2 nouveaux cas positifs sur 773 tests réalisés. On note 0 guéri et 0 décès. À ce jour, 19 patients sont sous traitement. Les autorités sanitaires appellent toujours à la vigilance et au respect des mesures édictées. Et je reçois sur ce plateau Abdul Karim Kaba, à présent pour l'actualité des sports. Bonsoir Kaba. Bonsoir Ibrahima Traoré. Alors un journal réalisé dans des conditions assez particulières. Tout à Bienvenue. fait. Alors football, c'est parti pour la Coupe ORTM édition 2022 depuis cet après-midi. Oui, c'est parti pour la Coupe ORTM édition 2022. Eh bien, 8 équipes participent à cette compétition avec les images, bien sûr. 8 équipes participent à cette compétition de 2022 avec le coup d'envoi ici par le DG de l'ORTM, le représentant du Parrain Plus, le président de la Ligue de football de la capitale. Et un match d'ouverture, la Communicate, qui avait remporté la première édition, était face à l'équipe des Cati. L'équipe des Cati et l'AS Communicate ont fait match nul tout simplement. 2 buts partout à travers cette coupe ORTM. L'ORTM veut créer une synergie d'action pour le développement du pays à travers les jeunes via le sport. Pour plus de précision, écoutons le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Sissé. Hassan Baba Djambele. À travers la relance de cette activité sportive de masse, l'ORTM entend susciter, comme vous le savez, un regain d'engouement pour le sport chez les jeunes. La période coïncide en effet avec les grandes vacances, moment idéal pour occuper nos enfants. Et comme vous le savez, notre pays est aujourd'hui confronté à des défis majeurs sur le plan du développement et de la sécurité. Notre nation vit des moments difficiles, mais nous avons la ferme conviction, comme l'affirmait Nelson Mandela, cette légende africaine, je le cite, que le sport a le pouvoir de changer le monde. Il peut créer de l'espoir là où il n'y avait plus que du désespoir. Fin de citation. Le sport ne saurait se limiter à sa dimension de simple divertissement. Il n'est pas qu'un loisir ou une pratique physique, il est aussi une activité de santé, un mode de formation, un espace de compétition, un marché économique, un instrument de mobilisation pour notre pays, véhiculant des valeurs de discipline, de tolérance, d'effort, de respect. Il s'affirme également comme un outil crucial de cohésion sociale, un moyen éducatif puissant et un levier de transformation capable de contribuer à la résolution du phénomène massif d'exclusion des jeunes. C'était là donc l'intervention du directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djambele. L'autre rencontre de cette poule A mettra aux prises demain la commune 5 et la commune 2. Et notre reporter Sergatou Sissé nous reviendra sur cette cérémonie inaugurale dans nos éditions de demain. Et précisons que toutes les rencontres sont à suivre en direct sur ORTM 2 et sur l'ensemble du réseau synchronisé de l'ORTM. Abdul Karim Kaba, hippisme à présent avec le Grand Prix de la Nation qui sera couru demain dimanche au champ hippique de Bamako. L'équivalent de Coupe du Mali à hippisme, c'est-à-dire sport équestre, le Grand Prix de la Nation regroupe les meilleurs chevaux du pays. Cette année, la compétition est à sa 78e édition. Comment le Grand Prix de la Nation s'y prépare? Qu'est-ce que cette compétition représente pour la Ligue? C'est-à-dire les meilleurs chevaux locaux de la République du Mali. Ils seront 18 au départ, tous bien préparés de Bamako et de la Ligue de Nioro. Le Grand Prix de la Nation est un grand événement pour la Fédération malienne de sport équestre. Vous savez, la Fédération malienne de sport équestre mène des activités en partenariat avec les différentes ligues du pays. Donc, c'est le couronnement de nos activités annuelles. C'est notre Coupe du Mali. Pour rappel, c'est la 78e
édition du Grand Prix de la Nation. Donc, cela prouve à suffisance que c'est la plus vieille discipline, si je peux me permettre de parler ainsi. Donc, vraiment, c'est un grand événement pour nous. Le Grand Prix de la Nation sera donc couru demain au champ épique de Bamako. On a pu suivre les interventions de Mamoudou Diarra H. Il est le secrétaire général des courses et le premier vice-président de la Fédération malienne des sports équestres, Boubacar Tandja. Basketball pour terminer. Abdelkarim Kaba, la 11e journée du championnat national est en cours. Cette compétition est en cours. On joue la 11e journée. Déjà, les résultats enregistrés. Le Djoliba AC Andam a battu l'USFAS 85-40. Atra Club de Kidal est venu à bout de l'ASL de Bamako 61-57. Et le Djoliba AC a été battu par l'AS Mandé de la commune 4 77-60. Par ailleurs, toujours en basketball, cette fois-ci en Coupe du Monde des moins de 17 ans filles en Hongrie 2022. Deuxième victoire des cadettes du Mali. Elles se sont imposées aujourd'hui 58-44 face à l'Égypte. Déjà hier, les Maliennes avaient battu la Belgique par 59-55. Merci beaucoup, Abdelkarim Kaba, pour toutes ces informations sportives. Merci bien, Ibrahima Traoré. Ainsi va l'actualité nationale. Merci donc de l'avoir suivi. Très bon moment de télévision à notre compagnie. Bonsoir.